Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Mon nom est Marianne Tremblay, je suis conseillère pédagogique à l'École d'intelligence artificielle en santé au CHUM et au nom de toute l'équipe, il nous fait plaisir de vous accueillir à nos fameux moments de l'intelligence artificielle le midi, les MIAM, que vous soyez avec nous en présence ou sur LinkedIn Live. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui est au cœur de notre mission d'enseignement, soit le développement de compétences de la relève en santé via les fellowships en IA. Nos trois conférenciers ont tous des parcours différents, mais ils ont à cœur un grand point commun, qui est le développement de leurs connaissances pour le bénéfice de leurs patients. Alors, il me fait plaisir de vous introduire le Dr Robert Avram, qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal et dirige aussi le laboratoire Heartwise.ai, ainsi que le Dr David Hainaut, qui est chirurgien ici au CHUM, et le Dr Pascal Laferrière-Langlois, qui est anesthésiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où il dirige le laboratoire MIAM et est aussi affilié au centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bienvenue à vous trois. Merci beaucoup. À part les conflits d'intérêts, l'information présentement diffusée, nos conférenciers n'ont aucun autre conflit d'intérêt à déclarer. Nous abordons maintenant avec les conférenciers leur vision de l'apport de l'IA sur la santé, mais aussi sur leur parcours professionnel. Robert, vous avez fait un fellowship à University of California et à Stanford. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce programme en particulier? Merci, merci pour la question. En effet, j'ai toujours été quelqu'un qui a été passionné par l'informatique. Avant la médecine, je faisais beaucoup de programmation et j'ai vite été intéressé par la recherche en cardiologie. Et je cherchais à apporter des nouvelles expertises au Québec. Et j'ai essayé de combiner un petit peu mon intérêt pour la technologie, la programmation avec la recherche en cardiologie. Et j'ai découvert ce groupe de recherche à UCSF, à San Francisco, qui s'appelle Eureka, qui développait des applications mobiles pour suivre les patients à distance, faire de la télémédecine, les wearables. Et ça, c'était en 2017, et avant que le Apple Watch soit capable de faire des ECG ou bref, que la santé numérique a pris beaucoup d'ampleur depuis, mais en 2017, c'était quand même une idée assez novatrice. Donc, j'ai été motivé à joindre l'équipe de Eureka à UCSF de 2017 jusqu'en 2020 pour marier un petit peu mes connaissances de la programmation, de la recherche avec la santé numérique. Merci. Et Pascal, votre fellowship a aussi lieu en Californie, mais à UCLA. Avez-vous quelques apprentissages clés que vous avez pu mettre en pratique à votre tour ici à nous partager? Une quantité probablement phénoménale en fait, d'apprentissage qu'on fait durant cette année-là, qui est une année qui est toujours clé dans notre parcours. Contrairement à Robert, je n'étais pas familier en fait avec le monde de la bioinformatique avant de débuter mes travaux suite à ma résidence. J'avais un parcours assez classique, duquel médecine, ma résidence en anesthésie. Et j'ai pris la vague en fait de l'IA vers la fin de ma résidence. J'ai décidé de faire une maîtrise à Polytechnique Montréal ici pour acquérir des connaissances. Ma deuxième année de recherche, donc au sein de la maîtrise, c'était également mon année de fellowship à UCLA. Donc, parmi mes apprentissages clés, évidemment, j'ai appris probablement à programmer plus que des simples lignes de code. J'ai appris à interagir, en fait, avec plusieurs personnes qui sont tous des personnes clés lorsqu'on veut faire de la recherche dans ce domaine d'activité-là. Collaborer avec des étudiants à la maîtrise, des doctorants, des post-docs dans le monde de la bioinformatique. On a travaillé sur des premiers projets ensemble, ce qui a mené à mes premières publications, en fait, dans ce domaine d'activité, alors qu'avant, j'étais complètement dans un autre angle de recherche. Donc, tout ça, évidemment, ensuite de ça, on revient avec ce bagage-là ici. On essaie de reconstruire un peu le genre d'environnement qu'on voyait lorsqu'on était à UCLA. J'étais au sein d'un laboratoire qui était dirigé par le Dr Maxime Kenson, qui est également un anesthésiste, qui a fait plusieurs innovations dans le domaine de l'anesthésie, des innovations qu'il a faites en équipe. Donc, j'essaie de rebâtir ce genre d'équipe-là ici. Et je pense qu'un autre point clé également avec lequel je suis revenu, c'est
c'est être conscient à quel point l'organisation des données, évidemment, on va parler de dossiers médicaux électroniques, mais l'organisation de toutes ces données-là, c'est ce qui va potentialiser les chercheurs et permettre à des personnes qui ont peut-être des compétences moindres en programmation, mais d'aller tester des hypothèses puis d'éventuellement mener vers des projets qui vont être de plus grande ampleur. Donc, à UCLA, on avait accès à cette base de données-là relativement simplement. C'est une base de données qui était anonymisée. C'est un cadre légal qui est différent. Ici, on ne pourrait pas reproduire la même chose. Ceci étant dit, à Maisonneuve-Rosemont, j'essaie de recréer ce genre d'environnement-là, ce genre de base de données-là avec une extraction automatique des données pour permettre à des chercheurs, à des résidents de se familiariser avec la discipline. Donc, je dirais que c'est quelques-uns de mes apprentissages clés. Oui, c'est déjà très bien. David, votre fellowship a toujours lieu à Ontario Institute for Cancer Research à Toronto. Et on comprend les efforts que ça demande, en fait, de monter un tel programme. Alors, je suis curieuse de savoir, selon vous, quel serait l'avantage pour nos institutions à monter des fellowships en IA ici? Oui, j'ai complété mon fellowship clinique à Toronto, puis là, je fais le fellowship de recherche là-bas en intelligence artificielle. C'est un gros hub, Toronto, comme on est un gros hub à Montréal avec le Mila. À Toronto, il y a le Vector. Puis je pense que c'est important d'avoir un programme ici, puis c'était aussi de formation, puis c'est aussi important d'avoir des experts ici. On a besoin des deux. Il faut exporter notre savoir. On est assis sur des données. On a des centres hospitaliers à l'Université de Montréal absolument incroyables avec des données qu'on n'exploite pas assez parce que tout est en développement. C'est important d'avoir cette plateforme-là ici pour former des gens, avoir des étudiants, avoir des ressources du personnel. Puis c'est important aussi d'engager des gens qui vont se former à l'extérieur pour pas juste qu'on se répète la même chose dans notre institution puis que tout le monde apporte des expertises complémentaires. Oui, en effet, j'aime beaucoup l'idée d'échange. C'est important d'exporter, nous, d'aller voir ailleurs ce qui se fait, mais aussi d'amener des choses d'ailleurs, absolument. Et un grand merci donc pour ces partages. C'est vraiment stimulant d'apprendre tous ces apprentissages-là que vous avez faits. J'aimerais qu'on aborde l'ampleur maintenant des débouchés professionnels qu'allie l'IA et la santé. Vous êtes tous trois cliniciens. Mais avec quel corps de métier vous avez abordé déjà un peu le milieu bioinformatique? Mais je suis curieuse, par exemple, Robert, avec quel corps de métier vous collaborez typiquement? Donc, dans mon laboratoire, on a des personnes qui ont été formées en bioinformatique. Donc, c'est souvent une maîtrise ou un doctorat qui combine la biologie, là, que ce soit la génomique, que je suis moins, en tout cas toutes les omiques, avec l'analyse par ordinateur, apprentissage automatique de ces données. J'ai aussi 3 ingénieurs en données, certains qui ont fait des maîtrises ou des formations en doctorat en vision par ordinateur pour le processing des images, qui ont une formation à la base en ingénierie. Et on commence à voir de plus en plus d'étudiants ou de résidents en médecine qui ont une approche hybride où ils vont faire une maîtrise en bioinformatique pour justement traduire ces connaissances en informatique et les appliquer à des données médicales. On a aussi des infirmières cliniciennes ou praticiennes pour le recrutement de patients parce qu'il y a beaucoup de ces algorithmes qu'on va tester auprès des patients. Donc, ça prend un contact humain, un consentement, etc. Donc, on travaille comme une étude standard là, avec des infirmières, un comité d'éthique, etc. Puis, on a aussi un grand support du département légal à l'Institut de cardiologie de Montréal pour tout ce qui est contrat, partage de données, commercialisation des algorithmes, protection de la propriété intellectuelle. Puis éventuellement, on cherche aussi des contacts pour l'approbation avec Santé Canada puis la FDA. Donc ça, c'est des étapes dans la prochaine année. Là, on n'a pas encore de gens dessus, mais je peux m'imaginer à collaborer avec ce genre de personnes bientôt. Excellent. On comprend donc l'ampleur de l'interdisciplinarité qui est nécessaire pour mener à bien des projets d'IA en santé. C'est vraiment important, la collaboration de tous ces gens-là. Et on entend d'ailleurs souvent la question, est-ce que les professionnels de la santé vont maintenant devoir savoir coder ou avoir des connaissances informatiques approfondies? Est-ce que c'est votre cas? Et selon vous, est-ce que c'est nécessaire, Pascal, par exemple? Est-ce que c'est mon cas? Bien, ça l'est devenu, un peu comme je l'ai rencontré. Ça a fait partie de mes études suite à la résidence. Est-ce que c'est nécessaire? Je n'oserais pas dire que c'est nécessaire. Je crois que ça dépend des ambitions de chaque personne. Je crois qu'on peut très bien avoir notre champ d'expertise, dans notre cas, par exemple, la médecine, et pouvoir travailler avec tous ces autres professionnels-là pour réussir à déployer les produits d'intérêt. Je pense qu'en tant que clinicien, on est familier avec les problèmes de terrain. C'est ça qui est important de communiquer, en fait, aux autres personnes avec qui on va travailler.
Ceci étant dit, je pense quand même que de comprendre les bases de la programmation, de mettre les mains dans le cambouis, d'écrire des lignes de code, ça nous aide à comprendre les enjeux auxquels les autres professionnels vont faire face. Je crois qu'on est tous familiers avec des problèmes dans lesquels on interagit avec du monde et on ne parle pas du tout le même langage. C'est clairement le plus gros enjeu si jamais on n'est pas familier avec la programmation, si on ne l'a pas fait nous-mêmes. Je suis convaincu que ça mène à des solutions qui sont plus robustes, des solutions qui se déploient plus rapidement, un nombre d'itérations qui est réduit, donc des coûts qui sont réduits, puisqu'évidemment, lorsqu'on fait de la recherche, on doit faire tomber des bourses et utiliser ces bourses-là pour déployer nos projets. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que je le recommanderais à quiconque a un intérêt significatif pour déployer ça? Oui, assurément. À quel point? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut seulement comprendre la logique de base derrière la programmation. Je ne pense pas qu'on a besoin de maîtriser toutes les librairies, mais il faut être capable d'interpréter ce qui se passe, là. Ce serait mon opinion. Absolument. Et vous avez parlé d'ailleurs des problèmes terrain qu'on peut avoir, la connaissance de ceux-ci, et ça me permet de faire un lien avec l'importance de répondre aux besoins du terrain, justement, et de faire une transition vers le prochain thème, qui est l'apport de votre fellowship envers votre institution. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'apport de votre spécialisation en IA pour votre institution? David, par exemple. Bien, moi, c'est sûr, contrairement à mes collègues qui ont terminé leur fellowship, moi, c'est en cours, mais le but, c'est de ramener quelque chose d'assez concret, oui, dans notre institution. Où est-ce que je suis en train de me former sont vraiment avant-gardistes au niveau de la médecine personnalisée, c'est-à-dire on obtient de plus en plus de données sur un patient, surtout, en mon domaine, c'est surtout en cancer, mais de plus en plus de données sur un patient lors de son diagnostic, puis on obtient des données plus rapidement que ce qu'on sait quoi faire avec. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle, on présente tout le temps des cas de cancer complexes en groupe pour être sûr que tout le monde valide la trajectoire de soins. Mais ce qu'ils font là-bas, c'est des comités des tumeurs moléculaires. Donc, ils vont détailler au niveau moléculaire, génomique, les tumeurs, puis justement envoyer les patients vers soit des études, c'est plus approprié, ou vers d'autres traitements plus personnalisés. Et puis ça, c'est en pleine expansion, c'est en plein le temps de tomber dans ce jeu de données-là pour essayer d'aider les patients le plus rapidement possible en créant ces algorithmes-là, en utilisant l'intelligence artificielle pour interpréter. Puis c'est exactement l'objectif de ramener ça au CHUM, de faire des comités des tumeurs personnalisés, de la médecine personnalisée, de la médecine moléculaire pour les patients. Et Pascal, est-ce que vous auriez un conseil pour une numérisation réussie dans nos institutions? J'aurais un petit peu le syndrome de l'imposteur, je pense, en disant qu'on a une numérisation réussie à Maisonneuve-Rosemont, dans le sens que clairement, c'est un travail qui est en cours. Je pense que c'est à l'échelle du Québec. Un des points sur lesquels on travaille énormément actuellement là, au sein du LIAM, c'est donc d'organiser toute la structure d'extraction des données dans le séjour périopératoire des patients. Quelque chose aussi simple que d'avoir nos machines d'anesthésie à partir de laquelle une quantité phénoménale d'informations qui est extraite des patients. Si on est capable de les obtenir en réseau, par exemple, bien, on serait capable d'extraire ces données-là pour tous nos patients, continuer à réussir à utiliser ces données-là ensuite de ça pour les miner et bâtir des algos qui sont intéressants. C'est ça sur quoi on travaille en ce moment. Ce n'est pas fait aujourd'hui. Je pense que mon modus operandi dans cette stratégie-là, c'est qui peut le plus que peut le moins, c'est-à-dire avoir en tête l'ampleur de tout ce qu'on veut déployer. Tu sais, je pense que Citadel, c'est un bel exemple de ça qui a une très belle ampleur, qui est nettement plus gros que ce qu'on est en train de faire, nous, à Maisonneuve. Ceci étant dit, tout en ayant cette ambition-là de regarder dans notre environnement immédiat, qu'est-ce qui est faisable, sur quoi on peut travailler, qu'est-ce qu'on comprend très bien pour réussir à initier cette transformation numérique-là. Donc, le bloc opératoire, c'est mon environnement de jeu, c'est ce que je maîtrise. Je suis capable de connecter des ordinateurs aux machines d'anesthésie, je suis capable d'en extraire les données, de jouer avec les données. Je suis capable de comprendre l'administration, la logistique autour du bloc opératoire. Donc, actuellement, pour réussir cette transformation-là, ou du moins sortir les données que je souhaite sortir, je me concentre dans l'environnement de jeu que je connais. Et par exemple, les soins intensifs, qui est une continuité naturelle du bloc opératoire. En ce moment, on ne travaille pas là-dessus. On n'a pas de champion sur place avec qui on travaille pour unifier la base de données qu'on est en train de créer. Je pense que ça va être l'étape naturelle qui va suivre, mais je commence donc par mon terrain de jeu.
Ce serait ma stratégie. Excellent. Donc, chacun commence avec son expertise qu'il connaît, puis ensuite, à travers la collaboration et la codisciplinarité qu'on a parlé tantôt, on peut étendre les terrains de jeu. Exact. Puis je pense qu'on a tous en tête aussi des bases de données qu'on a créées, en fait, ou des données qu'on pensait être utiles pour développer certains concepts, certaines idées qu'on avait. Finalement, arrivé à ce moment où on veut jouer avec les données, puis on se rend compte que c'est inutilisable parce qu'on maîtrisait mal les données, on maîtrisait mal le processus d'extraction, du stockage. Fait que c'est vraiment le piège dans lequel on ne veut pas tomber. C'est pourquoi chacun de ces éléments-là, en fait, on les traite de manière rapprochée. Oui, je suis d'accord avec ce que Pascal dit. Puis en fait, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer en tant que médecin ou professionnel de la santé, parce qu'on fait souvent des appels d'offres pour avoir des nouveaux outils, des nouveaux équipements pour, par exemple, enregistrer des ECG ou des machines d'anesthésie ou des machines au bloc opératoire. Il faut s'assurer que les compagnies qui vendent ces machines permettent de s'interfacer avec les données puis pouvoir les exporter. C'est extrêmement important parce qu'on a souvent des systèmes qui marchent très bien. On a des données numériques et les données sont pas accessibles de l'extérieur de la machine. Il faut payer de l'argent à la compagnie, mais c'est tout simplement pas accessible. Puis c'est des problèmes fréquents qu'on se heurte justement quand on veut explorer ces bases de données. Je pense quand même qu'au Québec, là, je suis fortement optimiste. Je pense avec le dossier santé numérique qui est basé sur EPIC, qui est un dossier médical électronique grandement utilisé aux États-Unis, dans le reste du Canada, aussi dans le reste du monde. Il y a un standard d'interopérabilité. Et ici, on fait nos devoirs, puis on l'implémente comme il faut. On va pouvoir s'interfacer au moins avec toutes les notes médicales. Les laboratoires qui, en ce moment, c'est une lacune. On n'a pas de notes médicales électroniques, ou si on les a, c'est difficilement accessible. Il y a un lag entre le moment où on veut les accéder et le moment où on peut les accéder. Il y a toute la partie éthique, protection de la vie privée qui ralentit aussi le déploiement ou l'accès à ces données. Mais je pense qu'avec le dossier santé numérique, on va du moins être capable d'adresser ça pour ce qui est de la majorité des cliniciens. Là. Et je fais le pont vers notre prochaine thématique, ceux pour qui on fait tout ça et ceux pour qui on veut que tous ces efforts-là bénéficient, nos patients. Robert, je continuerai justement selon vos observations. Est-ce que la numérisation des soins change les attentes qu'ont les patients vers les soins reçus? Est-ce qu'ils sont des plus grandes attentes ou plus de précision? Oui, je sais pas à quel point les patients sont au courant ou au fait de numérisation des soins. Je pense que c'est un grand terme qui veut signifier beaucoup de choses. Si on peut numériser une feuille papier, puis ça, pour moi, que ça soit numérisé ou non, ça ne change pas tant l'impact. Par contre, on commence à avoir des outils diagnostiques automatisés, munis d'intelligence artificielle. On a des projets de recherche où on consent les patients et souvent, on sent un envouement des patients quand ils entendent l'idée du projet de recherche, qu'ils vont être capables, eux ou leurs membres de leur famille ou d'autres gens qui connaissent, des diagnostics de façon plus précocement ou plus rapidement, avec un plus grand niveau de précision grâce à ces outils. Fait que je pense que l'attente est définitivement là et souvent la barrière pour les tests diagnostiques, la performance de ceux-ci est plus élevée en présence d'une numérisation du système de santé et d'intelligence artificielle. Et David, on sait qu'en cancérologie aussi, ça fait beaucoup de bruit dans les médias, toutes les avancées par rapport à l'IA. Est-ce que de votre côté, vous voyez chez les patients des attentes qui sont plus grandes? Je ne pense pas nécessairement que les attentes ont changé. Je suis assez d'accord avec Robert que les patients sont très motivés par la recherche. La majorité du temps, les patients sont super contents de partager leurs données, en autant que ce soit fait naturellement éthiquement, mais que ce qui leur arrive va pouvoir aider le prochain ou le patient lui-même ou la famille. Puis, tu sais, il y a à peu près 10 ans ou 15 ans, là, probablement que nous, quand on a commencé à faire des projets de recherche, si on voulait en faire, c'était on va faire un projet sur 30 patients, puis ça va être des nuits aux archives, à sortir tous les papiers dossiers, puis tout récupérer ça. Fait que peut-être que l'attente des patients, c'est que la qualité des soins s'améliore, la qualité de la recherche s'améliore, puis ça, c'est vrai, parce qu'une fois que tout est numérisé, on est capable d'extraire puis d'agir sur les données beaucoup plus rapidement qu'il y a à peine 10 ans quand on commençait la médecine. Nos parcours en médecine, je veux dire, que là, c'était de la revision papier manuel comme étudiant pour arriver à un petit projet de recherche avec de signification moindre que là, à ça, on peut regarder ce qui se passe aux patients de toute notre institution. Ou en tout cas, c'est vers ça qu'on travaille.
Très bien, très intéressant. Ça donne de l'espoir, vraiment. Et il est en effet bien documenté, justement, que les pratiques telles que le co-design dans les projets de recherche ou les projets de déploiement avec les patients peuvent aider au taux d'accessibilité. Et Pascal, j'ai lu que vous avez expérimenté avec des solutions d'anesthésie automatique ou à distance. Pourriez-vous nous élaborer les bénéfices que ça peut avoir sur les patients qui sont en dehors des grands centres, donc qui n'ont pas aussi facilement accès à toute cette technologie? Je marche un peu dans les pieds, en fait, de Thomas Simmerling, qui est probablement un des instigateurs au sein de l'Institut McGill des boucles fermées en anesthésie, ce qui devient un peu le pilote automatique. Concrètement, ce que c'est quoi? C'est toute cette quantité d'informations qu'on extrait du patient sur nos moniteurs, mais en fait, on les donne en input à nos algorithmes qui vont contrôler les vitesses de perfusion des médicaments, qui vont permettre d'ajuster automatiquement la profondeur d'anesthésie, le degré de paralysie, la quantité de médicaments analgésiques qu'on donne aux patients, bref, créer des conditions optimales pour le déroulement de la chirurgie. C'est un projet sur lequel Terry Merling a travaillé depuis une quinzaine d'années. J'oserais dire que c'était très avant-gardiste, en fait, au moment où il l'a fait. C'est probablement pour ça que ce n'est pas encore une solution qui est déployée commercialement. Et par la suite, on a vu, en fait, des échecs lamentables qui ont tenté d'être commercialisés. Je pense notamment au Sédacis, qui est un produit qui visait à offrir une sédation en boucle fermée pour, par exemple, les gastro-entérologues qui vont faire des colonoscopies ou toutes ces procédures relativement mineures-là qui nécessitent une sédation allant de légère à plus profonde. Et c'est un produit, en fait, qui a été retiré du marché après plusieurs problèmes. Aujourd'hui, en fait, on sort tout ça des archives, si on peut dire. On travaille sur un projet qui s'appelle le HSS, le Hybrid Sedation System, qui vise à offrir, à partir de paramètres électroencéphalographiques, de signes vitaux de base du patient, la tension artérielle, la saturation, par exemple, de viser à offrir donc une perfusion en continu de sédation, notamment, par exemple, aux soins intensifs, lorsqu'on a une infirmière qui doit, en plus de prendre soin de 2 patients de situations médicales très complexes, doivent prendre en charge la sédation du patient pour l'ajuster en fonction d'ajuster la vitesse de perfusion pour essayer de rester à l'intérieur d'un score prescrit de sédation. Donc, on est encore loin, en fait, d'un projet qu'on peut déployer à grande échelle, qui est commercialement viable, qui est approuvé par les instances réglementaires. C'est sûr que le potentiel, dès qu'on automatise, dès qu'on déploie des systèmes de décision ou de support clinique, le potentiel est immense, autant à l'intérieur des grands centres qu'à l'extérieur des grands centres. On réussit à décharger, retirer des tâches aux ressources humaines si on est capable de les automatiser. En faisant ça, on peut éliminer certaines erreurs humaines qui sont commises, par exemple au milieu de la nuit, lorsque c'est démontré que les erreurs surviennent plus fréquemment. On est capable d'exporter l'expertise des grands centres vers d'autres milieux. Et je pense aussi qu'un des angles qui va être particulièrement intéressant pour tout ce volet-là, c'est la capacité d'exporter des traitements à la maison du patient. Donc, je ne parle pas évidemment spécifiquement dans le contexte de l'anesthésie en boucle fermée, mais je pense que tous ces supports décisionnels-là ou les Early Warning Systems, c'est ce qui va nous permettre de congédier les patients de l'hôpital plus rapidement, tout en ayant en tête qu'il va y avoir des données qui vont être extraites pour faire de ce congédiement-là un séjour sécuritaire à la maison et déclencher des visites si jamais c'est nécessaire. Fait qu'évidemment, comme dirait Robert, je suis extrêmement optimiste par rapport à tout ce qui va se déployer, autant sur les systèmes en boucle fermée d'anesthésie que les systèmes décisionnels, que les Early Warning Systems. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'on est là dans le contexte de l'anesthésie automatique aujourd'hui. Merci. Bien, tout ceci est très stimulant. Ça nous donne plein d'idées justement sur les possibilités de l'avenir. En effet, on voit qu'il y a encore des grands chantiers à élaborer, des belles collaborations à créer sur les apprentissages qui ont été faits jusqu'à maintenant. Et nous aimerions maintenant en savoir plus sur vos projets en développement, ce sur quoi vous travaillez. Pourriez-vous nous partager, par exemple, aussi les hypothèses de l'impact que ceux-ci auront sur les patients? Je commencerai par Robert. Merci. Donc, en fait, je suis très excité aujourd'hui de vous montrer 2 projets à l'ICM. C'est des projets qui sont implantés en ce moment. D'abord, PAX AI. Ça, c'est mon bébé.
Puis j'ai un deuxième bébé, j'ai un troisième à la maison là, qui se nomme Pesto, le corgi. Donc, PAX, en fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, peut-être à main levée, qui connaît le PAX? Donc, le PAX, dans le fond, c'est là où toutes les images sont localisées dans l'hôpital. C'est un système universel, que ce soit au Québec, au Canada ou dans le monde. On s'est posé la question, est-ce qu'on peut implanter de l'IA dans le PAX? Et pour ce faire, on a fait une plateforme qui s'appelle PAX AI, qui roule en ce moment à l'Institut de cardio de Montréal, qui permet de dériver des mesures par IA, comme la fraction d'éjection du ventricule gauche chez les patients en infarctus. On espère implanter beaucoup plus d'algorithmes d'intelligence artificielle, que ce soit en radiologie, pour la segmentation, suivre les tumeurs, etc. C'est un projet qui est en cours, financé par CIFAR et implanté à McGill, implanté éventuellement au CHUM. On est en train de travailler avec le département de radio. Puis aussi, on a été chanceux, on est implanté à UCSF et à Ottawa. Et l'idée, c'est d'avoir une plateforme pour interfacer les algorithmes d'IA avec les images. On peut passer à la prochaine slide. Oui. Donc, le deuxième projet, à main levée, qui connaît c'est quoi un électrocardiogramme? OK, plus de gens que le PAX. Donc, ça, c'est mon deuxième bébé, DeepECG. C'est une plateforme qu'on a développée maison à l'Institut de cardio de Montréal qui vient d'être financée par le M3S pour permettre l'analyse automatique d'ECG pour des diagnostics communs en cardiologie, mais aussi pour des diagnostics, par exemple, échographiques, comme une dysfonction VG. On a 2 études en ce moment qui vont démarrer. L'étude Heart AI, où on va tester l'algorithme à l'hôpital, à l'Institut de cardio, pour prioriser les patients en attente d'écho, avec un screening ECG. Le ECG va dire est-ce que tu as une chance d'avoir une écho anormale ou non. Et si oui, tu vas avoir un écho plus tôt. On va le comparer à un groupe contrôle où on demande des échos selon la symptomatologie des patients. Et c'est souvent, là, on n'est pas nécessairement bon à prioriser les échos. C'est pour ça qu'on se ramasse avec 1 an de liste d'attente. Et avec ça, on pense qu'on est capable de mieux prioriser, entre autres, ce genre de tests. Et deuxièmement, on va tester cette plateforme en médecine familiale pour aider les médecins de famille à référer les patients en cardio quand il y a une anomalie et peut-être pas les référer si tout est normal et il n'y a pas vraiment de symptômes indiquants, donc comme outil de décision clinique. Et ça, c'est 2 projets faits au Québec, implantés à l'ICM et dans d'autres centres qu'on va tester auprès des patients. Super excité de présenter ça avec vous aujourd'hui. Merci pour ce partage. Je pense que, qu'on soit professionnel de la santé ou non, juste le mot liste d'attente vient chercher quelque chose chez nous, chez nous tous. Alors, ça nous donne encore une fois plein d'espoir. David, aimerais-tu nous dire un mot sur les projets? Oui, ça, c'est pas un projet, c'est un schéma, finalement, de pensée. Avec l'intelligence artificielle est arrivé beaucoup de omics. Fait que si on entend la génomique, ça, c'est l'intelligence artificielle dans le génome des patients. La radiomique, c'est l'intelligence artificielle qui interprète la radiologie. Et puis, ça, c'est une figure adaptée d'un papier publié en 2022 qui met les bases sur la chirurgie omique, à défaut de ne pas avoir un plus beau mot. Mais en gros, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui vont voir ça comme une chaudière pleine de données. On met ça dans la boîte noire d'intelligence artificielle, sort une réponse, puis on se fie sur la réponse, mais on n'est pas trop capable de l'expliquer. Mais il y a la boîte noire de la salle d'opération aussi. Salle d'opération, le patient rentre, les portes se ferment. 8 heures plus tard, le chirurgien dit « J'ai fait la chirurgie XYZ, il y a 200 cc de perte sanguine, ça a bien été, pas de complications. » C'est résumé en 4 phrases, mais il y a 8 heures de données qui se passent. Puis comment est-ce qu'on va aller faire pour aller chercher toutes ces données-là? Puis c'est comme ça, avec l'intelligence artificielle, que le concept de chirurgie omique est un peu né. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on va aller chercher au bloc. Déjà, en ce moment, là, par exemple, en haut à gauche, vous voyez une console de chirurgie robotique. Et puis, beaucoup de gens pensent que l'intelligence artificielle, c'est la chirurgie robotique. C'est présentement de la chirurgie télécommandée. C'est le chirurgien qui réalise tout ça. Mais avec ce système-là, par exemple, à toutes les fois où on entre le nom de la chirurgie qu'on fait, et puis on peut aller reviser ces données. Et puis, il y a des algorithmes qui vont nous dire à quel point on était efficace et puis dans quelle portion est-ce qu'on a perdu de l'efficacité, qu'on a fait trop de mouvements. Donc, il y a déjà un peu un feedback qui est fait pour tenter d'améliorer ce qu'on va faire en salle d'opération. Après ça, en bas à droite, il y a toutes les autres données qu'on peut automatiser, voir visuellement qu'est-ce qui se passe avec le chirurgien, les assistants, les instruments, etc. De tout dans le but d'intégrer et puis d'avoir des meilleurs outcomes finalement en salle d'opération.
On peut mettre l'autre slide. Ça, c'est un projet en cours. Et puis ça, c'est le schéma de ce qui va arriver à gauche de l'écran. Un patient qui a un diagnostic, ici précisément pancréas. Mais le patient, il vient avec des données, il vient avec son âge, ses autres problèmes de santé. Il vient aussi avec l'information de quelle sorte de thérapie il va avoir, chimio, radio, chirurgie. Il y a des scans qui sont faits. Maintenant, on est rendu à l'ère où est-ce qu'on va aller prendre des biopsies, mettre ça sous un microscope. On va aller qualifier le génome de la tumeur, par exemple. Et puis, traditionnellement, ce qu'on peut faire, c'est prédire ce qui va arriver à un patient avec 2-3 variables classiques qui n'ont pas changé depuis 20 ans. Mais l'objectif, c'est avec toutes les boîtes de couleurs, c'est d'essayer de voir toutes les modalités d'information qu'on a sur le patient, comment est-ce qu'on peut les intégrer pour avoir une meilleure prédiction. Une fois qu'on sait comment prédire ce qui va arriver à un patient, bien là, on peut décider où est-ce qu'on va agir, est-ce qu'on veut inverser les traitements, changer de sorte de thérapie, etc., pour améliorer le pronostic des patients en cancer. Merci, ça met la table sur plein de belles choses à venir pour de meilleurs pronostics. Et Pascal, peux-tu nous donner un mot? Oui, il va définitivement falloir qu'on collabore, David, puisque la portion à droite, c'est effectivement des données que tu vas pouvoir utiliser dans tes algos. Donc, le projet, en fait, ici, duquel je vous parle, ça fait référence, en fait, à la profondeur d'anesthésie et la douleur ou la nociception, en fait, que va ressentir un patient lorsqu'il est sous anesthésie générale. On a souvent le concept, en fait, que lorsqu'on dort, ben, on dort, on n'a pas mal ou ça va bien. Puis lorsqu'on se réveille, ben, c'est là qu'on récupère nos sens, en fait, et qu'on analyse le statut de notre corps pour savoir si oui ou on a mal. La réalité, c'est qu'on a des systèmes nerveux qu'on dit autonomes qui continuent de fonctionner indépendamment de la conscience. Ces systèmes nerveux-là vont affecter plusieurs paramètres, notamment les signes vitaux, vont monter la fréquence cardiaque, monter la tension artérielle, vont réagir aux stimulus qu'on a durant la procédure. Ceci étant dit, évidemment, on n'a plus accès aux patients pour nous dire « je suis trop endormi, je ne suis pas assez endormi, j'ai mal, j'ai pas mal ». Donc, on doit utiliser en fait plusieurs senseurs qui vont tenter d'extraire cette information-là, qu'on va reconstruire pour inférer le statut réel du patient. Jusqu'à il y a quelques années, on utilisait beaucoup des modèles pharmacologiques. On se disait, si j'administre cette quantité de médicaments-là à mon patient, basé sur des données populationnelles, il devrait être bien endormi ou il devrait être bien soulagé. Maintenant, avec ces senseurs-là, on est capable de réellement personnaliser le type d'anesthésie qu'on va donner à nos patients et devenir, en fait, indépendant, ou je ne dirais pas indépendant, mais on est capable de complémenter nos modèles pharmacologiques avec ces senseurs-là. Donc, celui qui est présenté ici, en fait, c'est l'index NOL. Ce n'est pas nous qui avons développé ça, c'est une compagnie israélienne. Ceci étant dit, c'est un capteur qui va aller chercher les 5 paramètres que vous voyez, qui va les transformer, en fait, par un algorithme d'IA pour nous donner une valeur sans dimension entre 0 et 100 qui infère la douleur du patient. Ceci étant dit, il y a une quantité phénoménale, comme je le disais plus tôt, d'informations qui est extraite durant l'anesthésie d'un patient. On a beaucoup de senseurs, on est capable d'extraire ces informations-là et on est capable de dépasser seulement ces 5 paramètres-là pour inférer non seulement le statut de nociception, mais également le statut de profondeur d'anesthésie. J'en reviens à l'activité électroencéphalographique, par exemple, du patient. Utiliser ça pour prédire ça va être quoi la réponse spécifique de ce patient-là, peut-être même avant qu'il se fasse endormir aux médicaments qu'on va lui donner. Et tout ça dans l'objectif de réellement créer une anesthésie qui va être personnalisée pour que lorsqu'il se réveille, il soit dans un état qui est optimisé par rapport à l'absence de ces médicaments-là. Par exemple, on est capable de diminuer la quantité d'opioïdes qu'on va donner en intraopératoire tout en réveillant un patient plus confortable. On va être capable d'administrer une anesthésie qui est plus légère à des patients et diminuer le risque de troubles neurocognitifs post-opératoires. Donc, le projet sur lequel on travaille, en fait, c'est une série de projets, mais ça vise à vraiment aller extraire ces informations-là, faire des tests neurocognitifs, faire des tests de douleur chez le patient pour essayer d'optimiser la gestion intraopératoire des patients. Donc, ça ici, c'est le premier projet duquel je voulais vous parler. Le second, il se nomme le Nerve GPS. En fait, c'est un projet qu'on développe autant au niveau académique qu'au niveau commercial. On a eu une bourse de la part de CQDM, d'ailleurs, pour avancer le volet commercial de la technologie qui est également en cours de développement.
Concrètement, un type d'anesthésie qu'on fait à certains patients, c'est une anesthésie loco-régionale. Donc, au lieu d'endormir complètement le corps, on endort par exemple seulement le bras pour qu'il y ait une chirurgie au niveau de la main. Pour faire ça, on fait ce qu'on appelle une anesthésie loco-régionale, un bloc nerveux. Donc, on va injecter des médicaments avec une guidance échographique au pourtour des nerfs ou des plexus nerveux. On va endormir la région qui va se faire opérer. On peut procéder à la chirurgie sans aucune douleur de la part du patient. Ça, c'est une technique qui est faite par des anesthésistes. Il y a beaucoup d'anesthésistes qui vont aller chercher une surspécialisation dans ce domaine-là pour réussir à faire des blocs qui sont plus performants ou bloquer des ondes qui sont plus complexes. Donc, avec le Nerve GPS, ce qu'on souhaite faire, c'est de démocratiser cette pratique-là aux anesthésistes, mais également éventuellement à d'autres types de cliniciens. Donc, le Nerve GPS c'est une solution qui est déployée donc directement sur un téléphone cellulaire qui va se connecter à une sonde d'ultrasons qui est portative, comme on le voit sur l'image en haut à votre droite. On voit en fait à gauche des exemples de segmentation qui sont faites par l'algorithme qui va identifier le nerf et qui va guider en fait le positionnement de l'aiguille. Et ce qui est intéressant en fait là, dans le contexte de ces images-là, ça vient d'un article qui a été récemment publié dans le BGA. En fait, c'est ce concept d'aller non seulement identifier le nerf, mais également aller extraire c'est quoi la variation interindividuelle chez les spécialistes lorsqu'ils vont identifier la région nerveuse à geler. Parce qu'on le sait que lorsqu'on fait de l'IA, on a besoin de label, on a besoin de la vérité terrain. Et une des choses qui est claire dans le monde médical, c'est que la vérité terrain, mais ça peut également varier un peu selon le clinicien qu'on va solliciter. Donc, cette image-là, en fait, on la voit par la densité. Quelles sont les zones qui sont les plus fréquemment identifiées par ces cliniciens-là? Et nous, on s'en sert ensuite de ça pour aller faire notre Nerve GPS. Donc, c'était le deuxième projet. On en a plein d'autres. On a le HSS également, duquel j'avais parlé. C'est évidemment ultra excitant. La limite, c'est les idées. Oui, c'est un terrain de jeu pour réutiliser l'expression que vous avez prise plus tôt, qui est vraiment stimulant. Et d'ailleurs, je n'ai aucun doute que toute cette information-là a stimulé la curiosité de nos spectateurs. On va donc passer à la période de questions. Pour ceux qui sont présents dans la salle, je vous inviterai à vous diriger soit vers le micro où on aura des bénévoles aussi pour rapprocher les micros de vous au besoin. Et en ligne, surtout, n'hésitez pas à écrire dans le clavardage. Moi, j'aurai accès à vos questions et je pourrai les lire à nos conférenciers. Donc, je vais juste... excusez-moi. Est-ce que... Ah, on a une question ici dans la salle. Je vais briser la glace, Marianne. Oui, merci. Merci infiniment pour les présentations. J'ai senti énormément de passion et merci beaucoup pour l'effort de vulgarisation également là, des projets qui sont en cours. Ma question que j'ai pour vous est à savoir quels sont les conseils que vous avez pour la relève ainsi que les professionnels en exercice pour composer avec un environnement de travail dans lequel il va y avoir de plus en plus de technologies qui intègrent l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que vous avez comme conseil pour ces gens-là? Merci de briser la glace. Je pense que tout le monde devrait avoir au moins une base sur les concepts d'intelligence artificielle. Puis il y a un super bon cours gratuit en ligne sur deeplearning.ai qui s'appelle AI for Everyone. C'est beginner level, aucune programmation. Ça explique les concepts de label, c'est quoi un entraînement, c'est quoi les biais dans les algorithmes. Puis c'est des notions, je pense, de base qui s'appliquent dans plein de domaines et que c'est une bonne façon de commencer. Je pense que ces concepts-là, idéalement, devraient être... ou sont intégrés ou devraient être intégrés dans le cursus de médecine ou dans les différents diplômes ou en résidence aussi. Puis, si les gens veulent pousser davantage, je pense que ça devient aussi une bonne base pour stimuler la curiosité puis aller chercher plus loin. Il y a aussi sur ce site web-là aussi des cours plus avancés. Fait que je pense que c'est une bonne place pour commencer. Ils ont des cours spécifiquement à la médecine aussi. Ça fait d'ailleurs partie d'une des présentations que je donne maintenant, là, l'espèce de vulgariser l'analyse d'articles pour les scientifiques dans le domaine de l'anesthésie, quels sont les points clés à identifier puis les sources de biais majeurs dans le contexte de l'application de l'IA en anesthésie. Un autre volet que j'utiliserai en fait pour répondre à la question, c'est probablement d'oser jouer avec ces technologies-là.
C'est en les utilisant qu'on apprend les forces, qu'on apprend les faiblesses. C'est en s'y exposant qu'on voit dans quel contexte on peut améliorer notre efficacité ou notre prise en charge des patients. Je peux faire une question dans la salle. Là. Qui utilise ChatGPT, par exemple, ou qui l'utilise assez fréquemment pour lever la main, disons? Mais je pense que c'est un des exemples les plus clairs, en fait, ou les plus accessibles pour la population en général, pour apprécier c'est quoi le potentiel de ces technologies-là. Puis là, je ne suis pas en train de faire l'éloge de ChatGPT, je vais seulement dire que c'est une interface qui est par texte ou maintenant, en fait, même vocale, où ça peut utiliser toutes sortes de données. Donc, c'est une interface qui est extrêmement facile à utiliser pour des personnes qui n'ont aucune connaissance dans le domaine. De jouer avec, ça nous permet de nous familiariser avec son potentiel. Puis ça va être vrai pour toutes les technologies, je pense, qu'on va tenter de déployer dans les milieux de soins. Pour les équipes médicales en place, avec des gens qui sont bien établis, je pense que d'avoir un recrutement avec ça, parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir devenir spécialiste dans tout puis être capable de tout faire. Une équipe médicale, disons, de médecins va avoir besoin de spécialistes avec des bons administrateurs ou d'autres spécialistes avec des chercheurs, des spécialistes avec des pédagogues. Donc, ils vont en avoir que ça va être intelligence artificielle. Puis d'avoir un recrutement comme ça en tant que chef, que ce soit un chef d'une équipe de médecins, chef de nursing, peu importe, puis d'aller chercher quelqu'un qui a une expertise, bien, ces gens-là vont être capables de disséminer à l'intérieur de l'équipe pour amener le niveau de tout le monde à collaborer et être capable d'utiliser ces technologies-là sans nécessairement être l'expert de l'équipe. Puis pour les autres gens qui, eux, veulent se former, je dirais qu'il faut quand même être pragmatique. On ne peut pas juste se former au hasard dans quelque chose qui nous passionne. Moi, ce n'est pas un hasard que j'ai fait l'intelligence artificielle en cancer du pancréas à Toronto. C'est la ressource qui est très riche là. Si j'avais voulu faire autre chose, il aurait fallu que j'aille ailleurs. Donc, il faut magasiner notre intérêt avec les ressources d'où est-ce qu'on s'en va pour avoir la meilleure formation possible. Merci. Je prendrai d'autres questions au micro ici. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Claude. Je suis patiente au CHUM en oncologie. Et je voulais savoir s'il y avait des programmes par rapport au cancer du sein en IA au CHUM. Je sais que j'en avais parlé avec mon oncologue. Elle m'avait dit que pour l'instant, elle ne l'utilisait pas, là, mais je serais heureuse de savoir s'il y avait des pistes à ce niveau-là qui sont en développement. Et si vous avez une équipe, justement, vous parliez d'avoir une équipe qui, disons, fait le lien entre les différentes spécialités qui permet d'avoir comme une impulsion plus en termes du centre de recherche plus global, justement, par l'IA. Je m'excuse, j'ai manqué une partie de la conférence. Peut-être que vous l'aviez répondu au début, là, mais par rapport à ça. Puis, troisième chose aussi, si il y a un lien avec les patients en termes de, justement, d'implication de la communauté des patients dans l'utilisation de l'IA, parce que souvent, justement, c'est utilisé comme un outil pour de diagnostic, mais il y a tout l'aspect aussi de l'éthique, de l'aspect aussi de, justement, de l'implication, justement, des patients dans ces processus-là, parce que, par exemple, dans les groupes Facebook de jeunes patients, par exemple dans le cancer du sein, je sais que c'est à chaque fois que je mets des articles sur l'IA, des nouvelles qui ont été faites un peu de partout à travers le monde, les gens sont toujours très, très intéressés à ça, mais il n'y a pas encore de lien qui est fait avec les milieux hospitaliers, l'implication des patients, et je n'ai pas connaissance, là, personnellement. Là. Donc, je voulais savoir si c'était quelque chose qui était dans les plans ou même juste en réflexion. Merci. Je ne peux pas répondre précisément pour le cancer du sein et l'IA au CHUM. Je peux dire, oui, en intelligence, le cancer du sein étant très fréquent, il y a eu énormément d'avancées dans les dernières années dans ce domaine-là. Il y a beaucoup d'articles scientifiques qui sont publiés où l'intelligence artificielle est utilisée pour lire automatiquement des lames de pathologie, par exemple, puis essayer de mieux les caractériser, puis de les corréler au pronostic pour mieux aider les patientes. Donc ça, c'est fait par des équipes. Il y a peut-être quelque chose ici en cours. Je ne suis pas au courant. Le cancer du sein, ce n'est pas mon domaine, mais il y a de la recherche active en cancer du sein. Mais je ne sais pas où est-ce que l'IA a sa place dans ces équipes-là, n'en faisant pas partie. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Au niveau de l'implication des patients, présentement, l'intelligence artificielle est vue comme c'est un outil en cancérologie. Puis cet outil-là, une fois qu'il est développé dans un cancer, on peut
appliquer des méthodes analogues puis l'expandre à d'autres cancers. Donc, au fur et à mesure qu'on va devenir meilleur avec ces outils-là, c'est sûr que ça va pouvoir s'expandre à tous les autres types de tumeurs, de cancers, les autres spécialités, puis on va pouvoir collaborer comme ça. En recherche, il y a l'implication de patients partenaires dans plusieurs spécialités, mais spécifiquement pour l'IA en cancer du sein, je ne sais pas si les patients sont impliqués, mais oui, c'est sûr qu'il y a toujours les équipes d'éthique, les patients partenaires, ça, c'est toutes des choses qui font partie des différents projets de recherche là, de ma spécialité et les autres spécialités aussi. Ben oui, non, c'est une bonne question. Je pense que je dirais également que il y a une tendance, en fait, dans le monde de la recherche en général, qui est vraiment de ce qu'on appelle les patient-centered outcomes, donc toutes les issues qui sont centrées sur le patient, qui sont réellement importantes pour le patient. D'autres mots, si on prend des issues du laboratoire, par exemple, qui n'ont pas d'implication sur la vie du patient ou l'évolution du patient, bien, ça a de moins en moins de momentum, en fait, en termes d'obtention de financement, étant donné qu'on ne considère pas que c'est aussi impactant pour la vie du patient. C'est étant dit, je pense que je profiterai de la tribune pour dire que un des mots-clés dans le monde de l'IA, c'est de bien identifier le problème. Et les patients peuvent autant aider que les cliniciens à bien identifier le problème. On a nos lunettes de cliniciens, de personnes qui sont passées à travers tout le cursus médical. On a nos lunettes de personnes qui vont voir beaucoup de patients. Ceci étant dit, lorsqu'on est patient, en fait, c'est l'envers de ces lunettes-là, puis c'est aussi important pour dire qu'à la fin, on est impactant pour les patients. Fait que je profite de la tribune, en fait, pour encourager toutes les personnes qui ont ce genre d'idées-là ou qui trouvent qu'il y a des problèmes qui sont clés à aller dénoncer ces problèmes-là, parce que peut-être qu'il va en avoir une oreille qui va attraper ce problème-là pour essayer de l'utiliser et de l'adresser. Oui, je m'excuse, est-ce que vous pouvez prendre une seconde pour qu'on vous approche le micro, parce que sinon les gens en ligne ne pourront pas vous entendre. Je veux juste faire du pouce, parce qu'on sait que dans certaines spécialités, il y a certaines catégories de patients qui ont été, la recherche a historiquement moins pris en compte. Je parle par exemple de la maternité des femmes noires. Puis je pense que l'IA est une opportunité justement de renverser ce recul-là qu'il y a eu historiquement. Donc, merci. C'est un très bon enjeu, puis c'est une des précautions qu'on a quand on fait de la recherche en IA, parce que l'outil informatique pourrait avoir des biais si on ne le questionne pas bien, si on ne l'analyse pas bien, puis pourrait nuire à des patients en théorie. Puis on veut aller justement à l'encontre de ça. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de patients vulnérables ou des minorités qui seraient mal pris en compte par un algorithme. Donc, c'est au cœur de la recherche en intelligence artificielle, justement comme vous venez de le souligner. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Roger, je suis ingénieur en biomédical. Présentement, les outils de base semblent bien fonctionner dans les hôpitaux, mais un des problèmes qui semble lié, c'est le ChatGPT, comme tu parlais tout à l'heure. Là, il y a un moratoire depuis quelques mois qui semble vous dire qu'il y a un problème avec ça. C'est surtout comment on met les données ensemble des hôpitaux, des pays, puis tout, pour être sûr que les données ne sont pas trafiquées ou polluées. Fait que c'est là qu'il semble y avoir un problème. Mais côté instrumentation, ça semble bien fonctionner. C'est vraiment s'assurer que les données soient bien transférées. Il y a des collaboratifs mondiaux, disons en cancérologie, où les institutions qui veulent participer doivent avoir un certain standard de qualité de données quand ils déposent dans ces bases de données-là, qui sont, on dit, publiques, c'est-à-dire on ne peut pas juste aller ouvrir si on n'est pas membre d'une équipe de recherche. Il y a des demandes d'approbation pour la confidentialité des patients. C'est sûr que ça peut être un risque, la qualité des données qui est transférée. Mais à mon sens ou à mon expérience jusqu'à présent, dans les bases de données partagées entre les pays de très grande qualité, il y a un standard qui est demandé justement pour le garantir. Ce n'est pas parfait, mais c'est un des premiers efforts pour avoir
pour qu'on ne travaille plus en silo dans notre université, mais qu'on cumule l'hétérogénéité de la population de continent en continent pour essayer d'avoir des meilleurs résultats. C'est intéressant. Je retiens de toutes nos discussions, entre autres, de développer des solutions pour répondre aux problèmes, à des problèmes existants qui sont soulevés par les patients. Aussi faire attention aux données, aux biais, en effet, qui peuvent être créés. Et je fais une petite pub. Nos miams sont toujours rediffusés en passant sur YouTube. Et le dernier avait lieu sur la détection des lames en pathologie par le Dr. Train ici du CHUM. Donc, si jamais il y en a que le sujet intéresse, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube du CHUM ou la page de l'IAS. Voilà, c'était ma publicité. Alors, je prendrai une petite dernière question. Je vais prendre moi-même, c'est avec les jeunes résidents juniors avec qui vous travaillez, est-ce que, rapidement, en quelques mots, quelles sont typiquement les impressions qu'ils ont quand ils entendent que vous travaillez en IA et en médecine? Quelle est leur réaction par rapport à ça? À l'Institut cardio de Montréal, les résidents ou externes sont emballés. Là, en général, sont impressionnés par les avancées ou ce qu'on a été capable de développer, parce qu'on a souvent l'impression qu'on est peut-être en retard, au ralenti en termes de numérisation sur certains aspects. Donc, quand ils voient des outils concrets qui sont accessibles maintenant, qui peuvent influencer les décisions de traitement face aux patients, en général, c'est des réponses très favorables, là. C'est très à la mode. Puis avec raison, je pense que ça va être des outils fantastiques. Mais il y a 10 ans, c'était l'immunologie. Le système immunitaire, on pouvait le reprogrammer en recherche pour aller guérir tout. C'était ça la mode scientifique. Là, on est rendu à l'intelligence artificielle. Donc, je dirais, moi, en chirurgie, les résidents veulent tous faire un projet d'intelligence artificielle. C'est tellement nouveau que beaucoup de gens n'en connaissent pas assez, mais c'est d'où l'intérêt d'aller se former. Mais non, c'est très bien vu, c'est très excitant, puis les gens sont assez motivés à performer dans le domaine. Excellent. Même chose. Beaucoup d'engouement. Puis je pense que c'est une belle opportunité aussi pour ces résidents-là à s'introduire. En fait, pour s'introduire à ces thèmes-là, c'est des angles de recherche qui sont différents, des méthodologies qui sont différentes. Fait que c'est le fun pour nous aussi de collaborer avec eux. Bon, alors, de bonnes nouvelles pour le réseau interuniversitaire auquel nous faisons tous partie, des belles opportunités de développement à venir. Et un grand merci encore une fois à tous. Et en terminant, c'est vraiment avec plaisir que la direction d'enseignement et Académie du CHUM vous dévoile en première les récipiendaires du futur de la bourse de fellowship en IA Santé. On souhaite félicitations à Dr. Fares Santaki de l'ophtalmologie et Dr. Patrick Benoît, qui est en microbiologie médicale et infectiologie. Et ils ont hâte de partager avec vous aussi leurs connaissances, comme nos 3 conférenciers viennent de le faire avec nous. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui vient de... Est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question. Est-ce qu'on a 2 minutes? Oui, 2 minutes, c'est bon. Bonjour, mon nom est Alexandra Deroy, je suis chef des affaires juridiques au CHUM et je vous dirais que mon équipe et moi, il n'y a pas une journée où est-ce qu'on n'a pas une question sur la protection des données personnelles, plus particulièrement en lien avec des projets de recherche, des projets d'innovation. En ce moment, la culture de la donnée prend de plus en plus de place dans le réseau de la santé et on n'a jamais eu autant accès à autant de données, mais paradoxalement, on n'a jamais eu autant un accès limité aux données. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça et au regard de vos projets de recherche, est-ce que ça vous freine beaucoup? Et si la réponse est oui, et je pense que la réponse est oui, est-ce qu'il y a certains processus auxquels vous pensez qu'on pourrait mettre en place pour favoriser un peu la culture du consentement, dans le fond, parce que tout passe par le consentement patient. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci pour la super question. En effet, c'est un défi, je pense, quotidien. Et moi, en fait, ce qui m'a surpris, c'est pas nécessairement le frein, parce que j'ai eu peut-être moins de freins à l'ICM pour l'accès aux données que j'avais besoin, mais à quel point il y a une hétérogénéité entre les différents centres. Donc, je m'attendrais qu'on est régi au Québec par le même cadre légal, peut-être le même cadre éthique aussi, déontologique, et pourtant, mon projet qui fonctionne très bien à l'ICM, avec les mêmes permissions de données, je veux l'implanter dans un autre hôpital. On ne dira pas les noms nécessairement, là, mais et là, il y a une panoplie de questions et d'embûches et tout ça. Et tout simplement, le projet est en fait fini à l'ICM, puis on n'a plus besoin de collaborer avec l'autre centre parce qu'on a reçu les données. Ce que j'ai compris là, pour m'être penché sur la question, puis avoir fait des démarches là, à l'ICM pour avoir accès aux données,
essentiel là, pour les projets. Je comprends que le projet de loi 15 souhaite améliorer l'accès aux données, puis c'est venu pendant le temps de la pandémie, parce qu'on n'était pas capable de savoir combien de patients étaient vaccinés, puis combien de gens avaient la COVID, pour gérer, si on veut, les hôpitaux québécois. Donc, ils voulaient avoir un partage d'informations inter-établissements pour le gouvernement. Donc, il y a le projet de loi qui a été mis en place. Et ce projet de loi permet l'accès aux données s'il est bien balisé, s'il est justifié. Et entre autres, pour notre projet d'ECG que j'ai montré tantôt, non seulement on a obtenu les ECG de 500 000 patients, 1,5 million d'ECG, mais on a l'approbation pour l'obtention prospective des ECG sans consentement de patients, parce que c'est irréaliste de demander que chaque ECG qui est fait à l'ICM, là, on en fait environ 1000 par jour, 1000 à 2000, qu'on ait un consentement qui vienne avec ça. Et ça fait partie de la qualité des soins. Et ça a une approbation éthique, une évaluation formelle de la vie privée, une évaluation par des contractuels, de la sécurité informatique. On s'assure qu'on avait accès strictement aux données essentielles pour faire le projet. Mais il y a moyen d'avoir un accès balisé à des données de masse sans avoir des embûches comme un consentement à chaque ECG, ce qui, selon moi, fait aucun sens et ce qui n'est pas ce qui est fait aux États-Unis ou dans les autres centres. Fait que je pense qu'on avance, mais il faut qu'on ait, je pense, un framework unifié au Québec, parce que ce même genre de projet peut-être ne serait pas faisable au CHUM, parce qu'il y a d'autres gens qui évaluent les requirements, les consentements, etc. Ils disent, ben non, c'est pas éthique nécessairement. Non. Il y a, comme toute la réglementation, la déontologie, l'autre frein, c'est juste en soi les plateformes. Robert, tu parlais de Epic tantôt, qui est le système informatique. On a tous, je pense, travaillé avec. Tout est accessible dans le dossier patient et après ça, ça peut être extrait facilement. En ce moment, si on a, par exemple, un système où est-ce qu'on fait tout papier et ensuite que c'est numérisé, on ne peut pas vraiment aller extraire ces données-là facilement. Fait que ça, c'est un des gros freins. Puis l'autre gros frein, par exemple, on a parlé tantôt ça m'a rappelé quelque chose en pathologie, on a la pathologie numérique. Donc, disons, on enlève la tumeur d'un patient, tout est mis sur des lames et ensuite, à la place d'être juste regardé au microscope, c'est scanné à haute résolution dans l'ordinateur. Mais ça génère des milliers d'images qui pourraient être excellentes pour la recherche, mais qu'on ne peut pas garder parce qu'on n'a pas de plateforme de stockage. Donc, les lames, après ça, les images sont supprimées après quelques mois, les lames s'en vont en entreposage, mais toutes ces données-là, après ça, si on veut s'en servir pour la recherche, pour les patients, bien, ça va nous prendre des nuages, des plateformes pour stocker les images. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas. Donc, d'améliorer ces plateformes-là va améliorer l'accès aux données. De mon point de vue, une des choses qui est très intéressante lorsqu'on fait de la recherche et qu'on va chercher le consentement des patients pour des projets de recherche, c'est en fait la discordance entre le peu d'accès qu'on a aux données et le désir de toutes ces personnes-là à qui on prend le temps de l'expliquer, le désir de partager les données pour qu'elles soient utilisées en fait à des fins d'amélioration des soins de santé qui sont prodigués à d'autres personnes. Fait que je trouve cette dichotomie-là particulièrement intéressante parce que c'est extrêmement chronophage, exactement comme tu l'as dit, Robert, d'aller chercher ce consentement-là lorsqu'on veut l'utiliser. En ce moment, je pense qu'on n'a pas le choix de passer par ce processus-là puisqu'on veut bien protéger les données, mais j'ose croire qu'éventuellement, on va tendre vers une approche qui est plus systémique, qui va permettre d'accéder à ces données-là anonymisées, qui limite en fait le plus possible le retraçage de l'individu pour qu'on puisse ensuite de ça les utiliser et en extraire le potentiel complet. Cette dichotomie-là, je la trouve intéressante lorsqu'on parle avec les patients. Je pense l'accès aux données devait faire partie du consentement implicite quand on consent pour des soins dans un hôpital. Là. Ça devrait être, si on consent, si on fait un consentement parapluie là, sur plusieurs clauses pour les procédures générales à l'hôpital, comme les prises de sang, les tests, etc. Je ne sais pas si au CHUM, ça fait partie, s'il y a une boîte que le patient peut cocher, là, mais ça serait bien que ce soit fait de facto, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Là. Merci pour cette dernière question qui a été très stimulante de discussion. Alors, pour conclure notre événement, on pourrait parler longuement encore, mais on doit conclure malheureusement. Alors, on tient à remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour son support. Pour son support en continu. Et on vous souhaite à tous une bonne après-midi et suivez-nous sur nos médias sociaux et sur l'infolettre pour être au courant du prochain MIAM et de toutes nos activités en IA Santé. On vous souhaite merci et à la prochaine.